Le 1er octobre 1913, au petit matin, Madame Durand se rend, comme à son habitude, chercher du lait au domicile des Mabie. Elle ne sait pas qu'elle est sur le point de faire une découverte macabre qui va marquer toute une région. Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle histoire glaçante. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la dernière vidéo et je voulais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés, encore merci. L'histoire dont on va parler aujourd'hui, c'est une vieille affaire française qui s'est déroulée dans la Loire-Atlantique dans les années 1900. Je vous affiche à l'écran les trigger warnings de la vidéo et je vous invite à ne pas la regarder si vous êtes trop sensible à ces sujets-là. Notre histoire se déroule aujourd'hui dans le Landreau, une petite commune près de Nantes. C'est ici que vit la famille Mabie, une famille d'exploitants vignobles possédant une ferme. Cette famille est composée de Jean-Marie Mabie, 42 ans, marié à Marie-Augustine, 30 ans, qui est enceinte de 8 mois au moment des faits. Alors je vous préviens, il y a 4 maris dans l'histoire, donc je vais vous dire leur deuxième prénom pour qu'on puisse les distinguer. Donc ensemble, ce couple, Marie-Augustine et Jean-Marie, ont eu 4 enfants. On a tout d'abord l'aîné, Marie, 8 ans, Henriette, 7 ans, Pierre, 4 ans et Joseph, 2 ans. La mère de Jean-Marie, Marie-Henriette qui a 79 ans, vit aussi avec la famille ainsi que 2 domestiques. Il y a tout d'abord Marie Dugast qui a 16 ans et qui aide Madame Mabie dans les tâches ménagères et dans l'éducation des enfants. Le deuxième domestique, c'est un garçon qui s'appelle Marcel Rodureau et qui lui aide Monsieur Mabie dans la ferme et les vignes. Le 1er octobre 1913, vers 7h du matin, la ville du Landreau se réveille. Les gens de la ville vont au travail et vaquent à leurs occupations. Madame Durand, une ménagère qui est voisine de la famille Mabie, se rend comme à son habitude chaque matin chercher du lait chez la famille. Seulement lorsqu'elle arrive près de la maison, elle trouve celle-ci très silencieuse. Elle trouve ça bizarre parce que d'habitude, à cette heure-là, la famille est déjà réveillée et une famille de 8 personnes avec 4 enfants, ça fait du bruit. Elle s'avance encore vers l'entrée et trouve au pas de la porte l'un des enfants Mabie. Le petit Pierre, 4 ans, est en larmes. Il est habillé seulement d'une chemise et semble déboussolé. Madame Durand s'inquiète tout de suite et lui demande alors pourquoi il est seul et où se trouve sa mère. L'enfant lui répond alors qu'elle est à l'intérieur de la maison et qu'elle s'est fait un gros bobo. Madame Durand sait que Madame Mabie est enceinte et elle pense tout de suite à un accouchement prématuré. Pensant qu'elle ne peut pas agir seule, elle part prévenir un des voisins. Ce voisin, qui se nomme Monsieur Goho, se rend à son tour près de la maison et constate que la fenêtre de la cuisine est entrouverte. Il pousse alors la fenêtre et tombe sur une scène d'horreur. Les corps de Madame Mabie et de Marie Dugast sont là, étendus sur le sol, gisant dans une mare de sang. Un autre voisin, Monsieur Aubron, qui avait vu l'agitation, se joint à Monsieur Goho et ils décident ensemble d'entrer dans la maison. Ils s'approchent des corps et constatent que les 2 jeunes femmes ont la gorge tranchée. En voyant ça, Monsieur Aubron va sortir de la maison, prendre son vélo et aller jusqu'à la gendarmerie pour signaler le crime. Lorsque les gendarmes arrivent et entrent dans la maison, ils constatent qu'il n'y a pas 2 victimes, mais 7. C'est toute la famille Mabie, à l'exception du petit Pierre, qui a été massacré. Chacun des corps est mutilé. Le meurtrier semble s'être acharné sur ses victimes tellement violemment que les gendarmes n'arrivent pas à savoir combien de coups ont été portés. Les médecins légistes diront par la suite que l'assassin a frappé entre 50 et 60 fois les 7 personnes. Lorsque les gendarmes découvrent la scène de crime, ils cherchent le motif et pensent d'abord à un cambriolage qui aurait mal tourné. Ils apprennent que le week-end précédant le crime, Monsieur Mabie avait encaissé 3000 francs grâce aux vendanges. Seulement, ils abandonnent très vite cette hypothèse car rien n'a été bougé dans la maison et rien n'a été volé. Mais un autre détail intrigue les gendarmes. Lorsqu'ils découvrent toute la famille Mabie massacrée, même la domestique, ils sont étonnés de ne pas retrouver le corps du deuxième domestique, Marcel Rodureau. Si toute la famille est morte sauf lui, il est le principal suspect dans cette affaire. Les gendarmes se lancent alors à sa recherche et ils n'ont pas à chercher longtemps. Ils le trouvent très vite, car il se trouve dans un pavillon près du domicile de ses parents. Lorsque les gendarmes arrivent dans ce pavillon pour questionner Rodureau, ils constatent que le garçon porte des vêtements tachés de sang. Et après quelques minutes d'interrogatoire et peu d'hésitation, Marcel Rodureau avoue à la gendarmerie être le seul et unique auteur de ce massacre. Puis, sans aucune émotion, il racontera les détails de son crime.
Marcel Rodureau est né le 24 juin 1896 et il est le quatrième d'une famille de 10 enfants. Les Rodureau sont décrits comme une famille honorable et sans problème. Leurs enfants sont tous décrits comme rigoureux, bien portants et honnêtes. Marcel Rodureau a une enfance des plus banales. Il aimait sortir avec ses amis et n'était jamais dans les histoires. Son enseignant le décrit même comme étant un bon élève avec un bon comportement qui était peu réprimandé. À 11 ans, Rodureau obtient son certificat d'études. Il doit alors trouver du travail pour alléger les charges de ses parents. Trop timide pour travailler chez des étrangers, il commence par travailler chez son oncle en tant que gardien de bestiaux jusqu'à ses 14 ans. Puis il retourne chez lui et il travaille pendant 10 mois avec sa famille. En grandissant, Marcel Rodureau a changé. Il est devenu, d'après plusieurs témoins, peureux, peu communicatif et sournois. Certains diront même qu'il était de nature nerveux et rancunier. En juin 1913, Marcel Rodureau a la chance de pouvoir remplacer son frère qui travaillait chez la famille Mabie, celui-ci étant parti pour faire son service militaire. La famille Mabie étant connue pour être une bonne famille, les parents de Marcel l'incitent à saisir cette opportunité. Le 30 septembre 1913, cela fait plus de 3 mois que Marcel Rodureau travaille pour les Mabie. Ce jour-là, comme souvent, vers 22h, Marcel Rodureau et Monsieur Mabie travaillent au pressoir à raisin. Monsieur Mabie tient la barre qui actionne la vis du pressoir, pendant que Rodureau est debout sur la plateforme pour l'aider et le seconder. Seulement, Rodureau, qui est censé aider Mabie, n'y met pas toute sa volonté, il fait un peu le feignant. Monsieur Mabie, qui a remarqué que Rodureau ne faisait pas son travail, lui dit alors « Tu es un maladroit, un feignant. Depuis 8 jours, tu ne travailles pas bien. » Cette remarque ne plaît pas du tout à Marcel Rodureau, qui descend du pressoir très énervé et s'empare d'un pilon de bois de 50 cm qu'on pourrait comparer à une massue. Il s'approche ensuite de Monsieur Mabie et le frappe plusieurs fois à la tête. Monsieur Mabie, par réflexe, lâche la barre du pressoir pour venir mettre ses mains sur sa tête pour se protéger et il crie de douleur. Marcel Rodureau, voyant que son patron n'est pas mort, se saisit d'une serpe à raisin et vient égorger Monsieur Mabie. Après l'avoir tué, Rodureau pense à s'enfuir. Alors il se dirige vers la cuisine pour aller reposer la lanterne du pressoir. Seulement quand il entre dans la cuisine, il tombe sur Madame Mabie qui est en train de coudre avec Marie Dugast. Madame Mabie demande alors des nouvelles, comment ça se passe et où est son mari. Rodureau est pris de panique. Il ne veut pas que Madame Mabie aille dans le pressoir et découvre le corps. Alors sans répondre à Madame Mabie, il quitte la cuisine, retourne au pressoir récupérer sa serpe ensanglantée et il se redirige vers la cuisine. Lorsqu'il arrive dans celle-ci, les 2 femmes sont de dos. Il en profite alors pour frapper une première fois Marie Dugast au cou et au moment où la domestique s'écroule à terre, Madame Mabie a à peine le temps de crier que Rodureau la frappe à son tour au cou avant de la frapper plusieurs fois dans son ventre de femme enceinte. Rodureau entend alors les enfants Mabie crier. Il comprend qu'ils ont entendu les cris et décide d'assassiner le reste de la famille pour qu'il n'y ait aucun témoin. Il se dirige dans la chambre de la grand-mère Mabie qui n'a pas le temps de réagir et la frappe à son tour au cou. Il part ensuite en direction de la chambre des enfants qui hurlent de peur et les assassine à leur tour. Rodureau n'épargne même pas le petit de 2 ans, Joseph, qui est sa dernière victime et qu'il tua si violemment qu'il cassa le manche de la serpe. Le seul survivant, le petit Pierre, 4 ans, dort dans la cuisine. Comme il dormait, qu'il n'a rien vu et qu'il n'a pas fait de bruit, Rodureau décide de l'épargner. Directement après les crimes, Rodureau décide d'aller replacer au pressoir la serpe et la lanterne ensanglantées. Il monte ensuite dans sa chambre dans la maison des Mabie, s'assoit sur son lit et reprend son sang-froid. C'est là qu'il comprend la gravité de ce qu'il vient de faire. Rodureau est pris de remords et décide de se suicider. Pour cela, il décide d'aller dans un étang qui est proche de la maison. Il entre dans l'eau, fait quelques pas, mais n'arrive pas à aller au bout de son acte. Il retourne alors dans sa chambre dans la maison des Mabie et au petit jour, il retournera chez ses parents où il dormira paisiblement comme si rien ne s'était passé. Après son arrestation, Rodureau est placé à la maison d'arrêt de Nantes où il ne fait apparemment pas de vagues et où il se conforme aux règles comme les autres détenus. Les gendarmes diront qu'il ne semble pas avoir conscience du crime qu'il a commis ni des peines qu'il encourt. Lors de ses différents interrogatoires avec les gendarmes, il dira regretter ses actes. Il n'avait apparemment jamais eu à se plaindre de la famille Mabie, il n'avait jamais nourri de sentiments de haine ou de rancune à leur égard, et il dit aussi qu'il s'entendait très bien avec eux.
Il dira aussi aux gendarmes que depuis les vendanges, Monsieur Mabi avait tendance à s'énerver contre lui et à l'insulter de plus en plus. Il sera aussi prouvé lors de l'enquête que Reduro n'était pas sous l'emprise de l'alcool au moment du crime. Le 3 mars 1914, le procès a lieu. Les différents médecins qui ont examiné Reduro diront qu'il ne souffre d'aucune pathologie mentale. Il est donc reconnu ce jour-là coupable de meurtre avec préméditation et il échappe à la peine de mort car il n'a que 15 ans. À la place, il prendra 20 ans d'emprisonnement dans une colonie correctionnelle. Marcel Reduro meurt finalement 3 ans plus tard, à l'âge de 18 ans, des suites d'une tuberculose. En ce qui concerne le petit Pierre Mabi, l'unique survivant de ce massacre, j'ai pas réussi à trouver beaucoup d'informations. Il aurait apparemment été recueilli par un de ses oncles et il serait mort en 2001 à l'âge de 93 ans. C'est ainsi que se termine l'histoire de la famille Mabi, assassinée par leur domestique par impulsivité sur un coup de tête. Voilà, c'était l'affaire Marcel Reduro, qui est une affaire vraiment perturbante parce qu'on avait affaire à quelqu'un qui avait aucune pathologie mentale, qui était pas plus que ça décrit par les autres comme étant quelqu'un de très colérique et qui, sur un coup de tête, a tué toute une famille. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à vous abonner si ça vous a plu. Je compte sur vous pour me proposer d'autres affaires en commentaire si vous voulez que je les raconte. Et moi je vous dis à la prochaine!